Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Je reçois aujourd'hui Asita Kanko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère communale et maire à Ixelles. Vous êtes aussi écrivaine et féministe. On va vous présenter comme ça, mais vous aurez l'occasion de vous expliquer là-dessus. Mais tout d'abord, une question d'actualité. Dimanche, devant chez elle, la chanteuse bruxelloise Marie Warnant a été agressée verbalement, assez violemment. Elle a voulu aller porter plainte, elle a déposé sa plainte, et là, une policière lui a dit « Oui, c'est bien cette plainte, mais de toute façon, ça ne sert à rien ». Alors, comment réagit la féministe Asita Kanko à cela ? Malheureusement, ça arrive très souvent aux femmes qui sont victimes de sexisme, de harcèlement de rue, qu'on ne les encourage pas à aller plus loin. C'est choquant, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est violent. Parce que pour moi, il n'y a pas de sexisme light. De l'agresser, de ne plus être libre de sortir de chez soi en tant que femme pour se promener à l'heure où on veut, c'est quand même une limitation de nos libertés. Ça devrait être pris beaucoup plus au sérieux. Mais est-ce que vous trouvez qu'il faut porter plainte, malgré le fait que... Je pense qu'il faut porter plainte. Il faut porter plainte et il faut en parler avec les gens qu'on connaît. Et il faut en parler sur les réseaux sociaux. Il faut mobiliser l'opinion pour que l'impunité dans le cadre de la criminalité sexiste ne puisse plus continuer. Donc vous pensez que des actions comme celle que Marie Warnant a tenue, c'est-à-dire parler de sa mésaventure sur Facebook, c'est quelque chose qui peut permettre de faire avancer les mentalités ? C'est très bien ce qu'elle a fait. Il ne faut surtout pas se taire parce que quand on se tait, on reste tout seul dans son coin et les gens ne savent pas à quel point c'est violent et à quel point les victimes de ce type de comportement restent dans la solitude et ne sont pas vraiment aidés dans la société. Et ceux qui commettent ces petits crimes-là, ils se sentent à l'aise, ils peuvent recommencer quand ils le veulent, puisqu'il ne se passera pas grand-chose pour eux. Et donc, quelque part, d'en parler, ça permet de dénoncer, ça permet de mobiliser l'opinion, ça permet d'en parler. Deux, ça permet aussi à d'autres personnes, il y a pas mal d'adolescentes qui subissent aussi ce type de sexisme. Ça leur permet de savoir que ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la faiblesse si elles ne sont pas d'accord et si elles veulent dénoncer ce type de problème. Donc, ça leur mettra plus à l'aise pour en parler. Je pense qu'elle a bien fait. Alors vous, ça n'a rien à voir avec du harcèlement de rue, mais dans votre livre, quand vous racontez votre vie, vous avez aussi dû raconter des choses qui étaient difficiles à raconter quand vous étiez enfant, votre adolescence, la condition de la femme dans votre pays d'origine. Vous croyez que le fait de parler permet aussi de se réparer soi-même ? Quelque part, on arrive à en parler quand on est déjà peut-être réparé, en fait. Donc, si j'ai parlé de beaucoup de choses dans mon livre, en langue, de harcèlement de rue, les mutilations génitales en Afrique, mais aussi en Europe, le sexisme dans la vie professionnelle, dans la vie politique, les violences conjugales. Donc, on a vu récemment le cas de Jacqueline Sauvage, qui n'est que le top de l'iceberg, hein, de tout ce que les femmes subissent. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Le fait d'en parler, moi en tout cas, m'a permis de rendre ce qui m'a été donné. Parce que si j'ai pu... J'ai subi l'excision quand j'avais 25 et 6 ans. J'ai subi aussi, comme de très nombreuses femmes, du sexisme dans la vie professionnelle ou dans la rue. Quelque part, d'aller pouvoir se reconstruire, de pouvoir réagir face à tout ça et de pouvoir avancer malgré tout ça, c'est en fait en partie grâce à ce que d'autres femmes ont écrit dans le passé. Donc, si j'ai pu lire, j'ai pu me nourrir de ce que Simone de Beauvoir a écrit, j'ai pu me nourrir de ce que des femmes comme Waris Dirie ont partagé par rapport à leur expérience avec l'excision, ça permet en tout cas de se ressourcer. Et moi, en écrivant mon premier livre, tout comme le second, sur des sujets divers, j'ai eu des retours de pas mal de femmes, mais aussi d'hommes, parce qu'il y a heureusement des hommes féministes, mais ça me touche beaucoup parce que ça n'a rien à voir avec l'âge, avec l'origine. C'est un sujet universel. Et quand je reçois ces retours-là de gens qui ont des questions ou d'un photographe qui me dit j'ai fini de te lire et maintenant je suis féministe et je n'aurais plus honte de le dire parce que je comprends ce que ça veut dire. Moi, ça me touche et ça me motive. Oui, ça vous encourage à continuer, en fait. Absolument. Très bien. Alors, vous avez publié une carte blanche, c'était jeudi dernier dans l'Écho, et votre carte blanche était assez culottée. On va comprendre tout de suite pourquoi je dis culottée. C'est parce que votre titre, c'était « Faut-il baisser son froc devant Rouhani ?» Alors, c'est le président iranien, il est venu en Europe, notamment en Italie et en France, et vous avez trouvé que là, les accommodements étaient vraiment exagérés avec sa venue, et vous avez trouvé donc que ces Occidentaux ont baissé leur froc.
C'est ça? Oui. Et pourquoi utiliser un terme aussi dur? C'est la réalité. C'est comme si je disais que le ciel avait une certaine couleur ou qu'il pleut aujourd'hui. Le fait, c'est que les hommes qui nous dirigent, parce que c'est une majorité d'hommes qui dirigent, le titre était « Les hommes qui nous dirigent n'ont pas hésité à baisser leurs frocs », mais quelque part, derrière, le discours qu'ils tiennent n'est pas cohérent avec le comportement qu'ils ont eu. D'aller recouvrir des statues en Italie et d'aller tenir une réunion au MEDEF sans les femmes, mais je pense que ça envoie un message très bizarre à la jeunesse, à qui on demande de respecter les valeurs de l'Europe, à qui on demande de respecter l'égalité entre les sexes. Et après, il y a ce comportement-là. Alors moi, j'ai du mal à l'absorber. Et ça venait tout de suite après Davos, où il y avait 18 femmes pour 82 hommes. Alors je me dis, mais ce n'est pas possible. Quelque part, il faudrait peut-être qu'on ait beaucoup plus de femmes qui co-dirigent nos pays. Parce qu'en attendant, ceux qui sont là en Europe, ils n'ont pas eu le courage d'appliquer leurs principes au moment où il fallait vendre quelque chose. Mais quand on accueille un président, un chef d'État étranger, on doit quand même avoir quelques égards pour lui. Est-ce que ce n'est pas des égards que les Italiens ont voulu montrer à Rohani en masquant comme ça certaines sculptures qui pouvaient être choquantes? C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté parce qu'ils n'ont pas eu le courage de porter leurs propres valeurs sur leur propre territoire. Mais ici, quoi. Alors, quand Michelle Obama est allée en Arabie Saoudite, elle avait les cheveux dans le vent. Elle n'a pas mis de voile. Il y a un exemple, il y a un chef d'État d'un petit pays en Afrique dont j'oublie maintenant le nom, mais dont je parlais dans mon livre. Est-ce que vous savez que chaque année, les vierges sont réunies pour danser devant lui et il va choisir ses épouses et en plus de cela, il y a des matrones qui sont chargées de vérifier que ces filles-là sont vierges. Donc elles sont alignées, elles sont jaugées, elles sont examinées comme du bétail pour qu'il puisse faire son choix. Est-ce que s'il vient en Belgique, nous allons mobiliser les vierges bruxelloises pour qu'il fasse son choix aussi? Il y a des limites, ça c'est un cas extrême, oui. Mais il y a des limites à ce que nous pouvons, faire pour faire du commerce, parce qu'ici, on ne respecte pas ce qui se passe là-bas, mais quelque part, c'est comme je dis dans ma carte blanche, qu'on donne l'argent de la vente directement aux différents ministères de l'immigration pour accueillir les femmes et les hommes qui ne sont pas respectés là-bas. Parce que quelque part, il y a beaucoup de Jacqueline Sauvage et elles ne sont même pas majeures en Iran. Donc il fait ce qu'il veut chez lui, on le critique, on dit qu'on n'est pas d'accord. Mais quand on doit faire du commerce, même ici, on doit avoir le même courage que la première dame américaine de dire on ne va pas importer cette lâcheté-là. Alors, est-ce que le courage sera chez Didier Reynders et Charles Michel quand ils recevront le président Rohani à Bruxelles? Comment ça va se passer? Ça, moi aussi, j'attends de voir. Hein. C'est très hypothétique. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je ne doute pas que nous partageons les mêmes valeurs, en tout cas, en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Et j'espère qu'on ne va pas cacher le peu de femmes que nous avons. Et vous leur avez parlé de ça, ou vous avez envoyé votre carte blanche au ministre des Affaires étrangères ou au Premier ministre? Ils sont du même parti que vous, donc normalement, ils devraient partager vos avis. Ce serait vraiment... Vous savez, moi, je suis née au Burkina Faso. Est-ce que vous savez qu'au Burkina Faso, il y a des jeunes, quand on était étudiants, qui ont succombé ou qui ont été maltraités parce que la liberté d'expression n'était pas du tout respectée? Est-ce que vous savez que mon premier bon ami, Norbert Zongo, avait 49 ans, en tout cas moins de 50 ans, quand il a été assassiné au Burkina Faso le 13 décembre 1998, j'avais 17 ans. Je me suis engagée en faveur de la liberté d'expression, que ce soit là-bas ou ici. Je refuse qu'on aille chez Charlie Hebdo tuer des journalistes. Je refuse qu'on force quelqu'un à se taire. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Parce que la meilleure façon de protéger la liberté d'expression, c'est de s'en servir. Et aujourd'hui, si un élu d'un parti doit vraiment aller soumettre sa carte blanche à quelques personnes avant d'aller le publier, honnêtement, moi je demande l'asile politique dans le seul pays au monde où la liberté d'expression existera encore. Ouais. Si on en arrive là, je ne sais pas, mais je vais m'évanouir. Mais vous n'en êtes pas là. Hein? Ouf. Très bien. Alors justement, vous parliez des femmes, des patrons français du MEDEF donc, qui avaient reçu Rohani, mais il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas une seule femme. Comment est-ce qu'on explique cette absence de femmes? Où sont passées les femmes? Parce que finalement aussi, quand on voyage à l'étranger, il y a des pays où on a l'impression qu'il n'y a que des hommes. Oui. Où sont les femmes? Mais les femmes, elles sont dans les cimetières, elles sont dans les hôpitaux, ou bien elles sont dans les cuisines ou dans les nurseries. C'est ce qui se passe. Donc les femmes, on les confine à
à l'intérieur des maisons pour s'occuper de ménage, pour s'occuper des enfants, ou bien, comme je l'explique aussi dans la deuxième moitié, ou bien pas mal de petites filles sont maltraitées pendant l'enfance, donc elles ne sont pas nourries de la même manière que les garçons, elles ne vont pas avoir les mêmes soins ou le même respect. Et il y a pas mal qui meurent alors trop tôt, ou bien qui subissent des mariages précoces. Donc quand on se promène sur certaines rues, on l'a vu aussi en allant en Afrique récemment, sur certaines rues, on va voir des garçons qui font coucou, mais on verra presque pas de filles. Soit elles sont dans les cuisines, soit elles n'ont pas survécu. Aujourd'hui, il manque au moins 60 millions de femmes adultes donc, dans le monde. Au niveau des filles, c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce que quand une femme est enceinte en Inde, en Chine ou au Pakistan, il suffit parfois de dire « c'est une fille » pour que ce soit en même temps sa condamnation à mort. La condamnation à mort de l'enfant qui n'est pas encore né. Pas parce que la femme ne veut pas devenir mère, mais parce que la famille ne veut pas avoir une fille. C'est la préférence masculine. Et donc les femmes aujourd'hui, elles n'étaient pas à Davos, elles ne sont pas suffisamment nombreuses dans les différents gouvernements dans le monde. Il y a moins de 15 pays qui sont dirigés par des femmes dans le monde. Donc quand on regarde tout ça, comment peuvent-elles co-diriger quand elles n'existent pas, ou bien ont été privées d'éducation à cause des mariages précoces, ou bien sont reléguées au second rang dans les maisons. Mais la Belgique est plutôt bien, elle est dans le trio de tête des pays d'Europe en matière de femmes dans les comités de direction et dans les conseils d'administration. Donc c'est quand même pas si mal en Belgique. Voilà. C'est comme être le premier dans la course des tortues, quoi. Quelque part, la Belgique, avec 16%, si je ne m'abuse, de présence des femmes dans les comités de direction, arrive dans le trio de tête très loin devant la France qui ne dépasse même pas, qui n'atteint même pas la moyenne européenne qui est en dessous de 10%. Donc quand on regarde ça, il y a vraiment, c'est pas très mauvais d'être dans le trio de tête, mais franchement, je n'irai pas me vanter. On a encore beaucoup à faire. Et quand on a vu dans les conseils d'administration des entreprises publiques et aussi des entreprises cotées, on a vu qu'il y a eu une forte augmentation depuis la loi de 2011 de présence des femmes. On a vu aussi dans les parlements que grâce à la loi de Smith sur la parité, on a eu une forte augmentation de la présence des femmes. Maintenant, il faut encore que cette présence physique se traduise en influence. Il faut que les femmes réussissent à élargir leur sphère d'influence, qu'il n'y ait pas seulement 50% de femmes à un moment donné, mais aussi 50% d'influence pour elles. En tout cas, ici à BX1, elles ont de l'influence. En tout cas, je vous remercie d'être venu en parler aujourd'hui à Sita Kanko. Et on se retrouve demain pour une autre interview. Merci.